Si vous voulez la traduction, madame doit utiliser un micro, hein, parce que moi je n'entends rien. Elle doit brancher le micro. Est-ce que vous pouvez demander à madame de brancher son micro? Donc chaque orateur a 10 minutes et on va utiliser le hochet pour signaler que les 10 minutes sont passées. Est-ce que vous entendez la traduction? Oui? Mais madame donc doit utiliser un micro. Hein? OK. Et être assez près du micro parce que moi je suis déjà au maximum pour le volume. Je vais peut-être... OK, voilà, parfait. Bonjour, je vais commencer par Mijnverbouwlening. Donc c'est un prêt accordé jusqu'à 60 000 € pour des travaux de rénovation, des améliorations énergétiques et la qualité du logement. 6 tranches à rembourser dans un maximum de 25 ans avec 3% de réduction sur les taux d'intérêt légaux. Au début, c'était sans intérêt, mais ce n'était pas tenable, donc maintenant c'est 2,75%. Le bâtiment doit être situé dans la région flamande et au moins 15 ans. Et quels sont les travaux? Ce sont les travaux de Mijnverbouwpremie et pour le prêt, il y a aussi la possibilité pour les panneaux solaires et les chaudières à condensation. Et on prend toujours le montant de la facture. Et pour l'électricité et le sanitaire, il y a un montant maximum. Il faut le demander au guichet, Mijnverbouwloket. Et après, on envoie cette demande à la Maison de l'énergie, Energiehuis, qui est normalement dans les environs de la personne concernée. Le groupe cible, ce sont les catégories de revenus les plus bas et moyens. Donc, ceux avec des revenus élevés n'entrent pas en ligne de compte. Il s'agit de propriétaires habitants ou des personnes qui ont le projet de s'installer dans les 36 mois dans la maison ou une maison qu'on a obtenue via héritage ou donation. Et aussi des bailleurs particuliers, mais alors il y a la condition d'utiliser un loyer fixe pendant au moins 9 ans, ou bien ils doivent s'engager via une société de logements sociaux. Les institutions non commerciales et les sociétés coopératives entrent en ligne de compte et récemment, on a aussi introduit les associations de copropriétaires. Quelques chiffres au total, 14 300 demandes depuis le début, avec un retard dans les demandes, ce qui est probablement dû à ce changement de taux d'intérêt. Alors, le Noodkoopfonds, donc un fonds d'achat d'urgence, c'est pour les autorités locales qui sont intéressées et Chris Mohn va en parler cet après-midi dans un autre groupe de travail. Donc, c'est pour des acheteurs d'urgence. C'est qui? Ce sont des personnes qui n'ont plus les moyens de payer leurs prêts. Et ça, c'est décidé par le CPAS aussi parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Souvent, ils achètent une maison en mauvais état et il s'agit d'à peu près 120 000 familles en Flandre. Tout se passe via les projets CPAS. Ce sont les CPAS qui doivent s'inscrire, donc rénovation de ce type de logement. Et alors, le prêt même, c'est quoi? Il s'agit d'un prêt jusqu'à 50 000 € qu'il ne faut pas rembourser tous les mois, mais où il y a des paiements différés.
Le prêt doit être remboursé après 20 ans et on peut même aller jusqu'à 25 ans ou en cas d'aliénation ou de vente de la maison ou lorsque la personne a obtenu des droits réels sur d'autres biens immobiliers. Le prêt signé avec l'acheteur et on paye directement à l'entrepreneur. Et ce sont tous les travaux qu'on retrouve aussi dans la prime de rénovation. Et évidemment, le but final, c'est de répondre aux critères de qualité et de salubrité et pour obtenir l'attestation de conformité. Le CPAS est le promoteur du projet et c'est le responsable final. Ils sont aussi eux qui donnent les prêts. Les partenaires doivent évidemment aussi s'inscrire. Donc, c'est pour cela que c'est en collaboration avec Energy House. Mais il y a aussi d'autres partenaires dans ce fonds d'urgence, comme par exemple les partenaires pour un accompagnement technique du bâtiment, aussi la possibilité de travailler avec d'autres CPAS et aujourd'hui, il y a donc une indemnité de 9 000 € par logement, mais on attend encore la publication dans le Moniteur. Quels sont les critères et les conditions? Après la rénovation, les maisons doivent être conformes. Le CPAS doit s'inscrire pour au moins 10 logements et il faut aussi un suivi après la rénovation. Par exemple, donner des conseils pour économiser de l'énergie. Et un remboursement anticipé est possible. Et il y a aussi des garanties contre ceux qui ne payent pas. Et les CPAS ont aussi un droit de préemption. Les modalités, on voit qu'il y a eu 3 appels à projets, donc 3 calls. Aujourd'hui, on fonctionne avec un système continu de call. Les CPAS peuvent s'inscrire de façon continue, toujours avant le 31 octobre. On voit que le montant, au début, était 25 000 €, maintenant c'est 50 000 €. Et on voit que, par exemple, l'indemnité de fonctionnement, dans le premier école, il n'y en avait pas. Maintenant, c'est 3 000 ou même 9 000 par habitat. Et quelques chiffres, il s'agit d'un système où les CPAS doivent s'inscrire à un projet, doivent introduire un projet et ça dépend donc du délai qui est prévu. Aujourd'hui, il y a 45 des 300 autorités locales qui se sont inscrites, qui collaborent et notre but, notre défi, c'est évidemment de continuer avec ce système. Voilà, ça c'était très brièvement et très rapide la présentation de notre projet. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser pendant la discussion. Merci. Goed. Hoort u mij? Ja. Dank u wel. Ik zou ja, venir présenter les prêts du Fonds du logement. Monsieur Cassagna vient du Fonds du logement de Wallonie. Merci. Bonjour à tous. Oui, mais c'est juste plus pratique. Voilà, j'ai essayé de faire une présentation la plus simple et synthétique possible, en espérant bien sûr pouvoir en discuter avec vous après, puisque comme Madame Wilder, ici c'est très technique évidemment à la base, puisque ce sont des prêts. Il y a beaucoup de similitudes, il y a quand même des différences. J'aurai d'ailleurs une question pour Madame après par rapport au taux, vous allez voir les différences. Donc, je voulais brièvement vous présenter le fonds du logement tout d'abord, de Wallonie, donc, puisqu'il y a aussi le fonds bruxellois qui sera représenté juste après. Vous dire que les fonds, mais en tout cas le fonds wallon, est issu du secteur associatif. Donc, à la base,
C'est une société coopérative issue de la Ligue des familles. Et c'est un secteur multiple qui mêle le privé, le public par ses missions, et l'associatif par ce qu'il est à la base. Voilà, c'est une petite présentation toute simple. Alors, au niveau des métiers du fonds, il y a 3 métiers principaux, et un 4e qu'il devient aussi, c'est en tant que prêteur financier. Donc ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais le Fonds du logement prête aux familles nombreuses en état de précarité pour acquérir un logement. Donc l'objectif, on l'a bien compris, c'est la finalité logement dans toute la ligne conductrice des travaux du fonds. Donc prêteur financier pour acheter une maison. Le fonds est aussi bailleur social puisque propriétaire de quelques 1500 logements qui sont répartis dans toute la Wallonie et qui sont loués à des personnes en état de précarité aussi, des familles nombreuses principalement. Il y a des petits logements, mais ça reste plus marginal, bien qu'il y en ait quand même. Et la 3e mission du Fonds du logement de Wallonie, c'est le soutien aux organismes à finalité sociale, donc les agences immobilières sociales, les associations de promotion du logement et les régies de quartier. On pourra en parler pour ceux que ça intéresse après, puisque ce n'est pas l'objet, bien qu'il y ait un lien, vous allez le voir tout de suite. Et ensuite, nous avons aussi la volonté d'avoir des projets novateurs, des réflexions. D'ailleurs, un séminaire comme aujourd'hui est très intéressant pour moi à ce niveau-là. Le fil conducteur de tous ces métiers, c'est l'accompagnement social des familles. Donc le fonds accompagne les familles. Alors, il y aura 3 points de présentation par rapport au crédit. Donc les crédits habitation, les prêts à la rénovation et les prêts et subventions aux propriétaires bailleurs, puisqu'il y a certaines subtilités. Donc les crédits habitation, c'est un crédit, comme je disais tout à l'heure, pour acquérir un logement. Il peut venir aussi en complément de quelqu'un, donc une famille qui aurait un prêt et qui doit aménager le logement en vue de se mettre aux normes de salubrité, par exemple, une chambre supplémentaire pour accueillir un enfant et que l'espace le permet. Il y a aussi un prêt jeune qui est proposé pour les personnes de moins de 35 ans pour couvrir les frais d'accès. Ce n'est pas l'objet du jour, mais c'est important de le citer. Donc je passe directement au prêt à la rénovation des logements. Alors, il y a le Rénoprêt et le Rénopac. Le Rénoprêt, qu'est-ce que c'est? C'est un crédit à taux zéro. C'est là que je disais qu'il y avait une différence avec nos voisins. Et donc ça m'intéresse de savoir pourquoi on dit que ce n'est pas rentable. Voilà, on en parlera peut-être après, parce que c'est quand même le nerf de la guerre aussi. Donc un prêt à taux zéro pour des travaux économiseurs d'énergie et de mise aux normes de salubrité, de sécurité ou d'adaptation à handicap. Voilà, donc ça c'est le prêt sans prime. Vous prenez le même système et vous y ajoutez une prime régionale, donc de la région wallonne. Donc, et là, on a ce qu'on appelle un PAC, le Rénopac, un crédit à taux zéro et une prime régionale. Alors, de manière très simple, pour qui? On en parlait tout à l'heure dans la première présentation ce matin, mais pour les familles nombreuses propriétaires et les propriétaires bailleurs. Alors, les locataires, eh bien, à travers les propriétaires bailleurs. Voilà. Et c'est un des projets du fonds, une ambition du fonds, c'est de pousser les propriétaires bailleurs à rénover pour permettre d'offrir un habitat de qualité à leurs locataires, ce qui n'est pas toujours la priorité. Alors, depuis peu, la région, je ne sais pas si vous le savez, vient de faire passer un arrêté pour ce qu'ils appellent logement passoire. Donc, ce n'est pas très joli comme mot. Mais en fait, c'est une subvention complémentaire au Rénopac pour des personnes à revenus précaires et qui n'ont pas en fait les moyens d'emprunter. Je donne un petit exemple après, même si c'est un exemple un peu empirique parce que ça rentre en œuvre au mois de septembre prochain. Mais l'idée, c'est qu'après déduction des charges, quand on a calculé tout le prêt, la famille a un reste à vivre de minimum 1 000 € ou 1 200 en fonction de la situation. Et c'est un complément de 25 000 €. Donc je donne un exemple. Ça, c'est un exemple de Rénoprêt. Une famille monoparentale dans un logement G a un coût total de travaux de rénovation pour passer en PEB B de 56 250 €. Eh bien, la prime sera de 32 000 €, ce qui est assez correct, et un complément, un prêt de 24 000 € qui sera remboursé en 20 ans. La mensualité de 101 € par mois, puisque c'est une mensualité. Alors, là, on se rend compte que la famille n'a plus que 950 € si elle retire ses 100 €. Alors, l'aide passoire viendra en œuvre. Donc, c'est le calcul qui devrait normalement être fait. Donc, on prend les 50 € pour compenser, pour arriver à ces 1000 ou ces 1200 € qu'on multiplie par l'annuité. Et on arrive à une aide de 12 000 €.
Donc pour la famille, le prêt à taux zéro sera de 12 205 €. Donc ça permet de réduire, et sur 20 ans, voilà, pour aider la famille. À voir donc comment ce sera mis en œuvre, à voir comment on va aller chercher ces personnes. Donc on est en contact pour l'instant avec les entités locales pour essayer de trouver des solutions pour promouvoir ce produit. Ensuite, il y a les prêts et subventions aux propriétaires bailleurs qu'on appelle solidaires. Donc ce sont les propriétaires qui viennent vers nous pour recréer un logement, réaménager un logement et s'engager à le mettre dans le circuit locatif via une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement pendant au minimum 9 ans. Voilà, donc c'est un petit peu le même système. Donc il y a des différences, surtout au niveau des montants, puisque le Rénopac est plafonné à 60 000 €. Ici, on a un prêt à taux zéro et des subventions. Alors en fonction qu'on va créer du 3 chambres ou du 1 chambre ou moins de 3 chambres, la proportion entre subventions et prêts sera inversée. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de subventions si on crée des logements 3 chambres. On incite à créer des grands logements pour éviter, vous le savez, que les propriétaires fassent plein de petits logements, que ce soit bien plus rentable, etc. Donc voilà, on essaye aussi de lutter contre ça et à la base contre l'inoccupation des logements. Une nouveauté qui ne l'est plus tant que ça, mais quand même, c'est aussi les étages inoccupés des raies commerciaux. Donc depuis peu, on a adapté ce système aux étages des raies commerciaux qui sont souvent désertés, vous l'avez probablement tous déjà remarqué. Et donc il y a cette proposition de prêts et subventions avec des subventions supplémentaires pour les travaux économiseurs d'énergie. Donc ça, c'est un lien pour les deux. Mais supplémentaire, c'est surtout pour créer une entrée indépendante au logement, puisque c'est souvent ce qui est précisé par les propriétaires bailleurs, que c'est un problème. Donc on cherche des solutions. Ça, ce sont des exemples. Ça, c'est un exemple de 5 logements créés récemment à Fosse-la-Ville avec les prêts et subventions. Et vous voyez la subvention 160 000 € pour un prêt à 331 000 € et des fonds propres de 489 000 €. Si je prends l'exemple suivant, puisque là on a une chambre, on a 5 logements, 5 petits logements, l'exemple suivant, on a des logements 3 chambres. Et là, la subvention est plus importante au prêt, et d'ailleurs même au fonds propres. Voilà, c'est un petit peu l'idée de cette aide aux propriétaires bailleurs en essayant de maintenir le locataire, donc tout ça en faveur du locataire. Alors, à qui sont destinés ces produits? Donc, tout simplement, je résume, aux propriétaires occupants ou futurs propriétaires, aux propriétaires bailleurs, en vue d'améliorer les conditions de vie des locataires. Voilà. Tout simplement, en fait, il y a deux ou 3 produits, pas plus, qui sont ensuite déclinés en fonction des situations. Voilà, pour plus d'informations, le site internet, ou moi tout à l'heure, si je peux répondre. Et grand merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, c'est l'occasion à monsieur Grégoire Christantakis de nous présenter le crédit consommation Éco-Réno. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour, donc je m'appelle Grégoire Christantakis, je m'occupe du crédit immobilier au sein du Fonds du logement. Et donc je vais vous parler de l'initiative qui a été lancée en 2022, qui est le crédit Éco-Réno. Tout d'abord, une brève présentation du Fonds du logement, très similaire à la structure du Fonds du logement wallon. Donc essentiellement une activité de crédit immobilier, mais également nous avons une activité de garantie locative, donc aider les ménages précaires à constituer des garanties. Nous avons une activité de construction-vente, donc nous construisons nous-mêmes des immeubles que nous mettons en vente à prix coûtant et que nous couplons bien sûr à un crédit immobilier. 80% des constructions du Fonds du logement passent par un crédit immobilier du Fonds du logement. Et nous avons toute une activité d'aide locative puisque nous sommes propriétaires également, chiffre similaire au Fonds du logement wallon, nous sommes propriétaires de 1680 logements sociaux. Alors, le crédit Éco-Réno, petite introduction avant de rentrer dans les détails, le crédit Éco-Réno est le successeur
de feu le prêt vert bruxellois, qui pouvait prendre la forme d'un crédit à la consommation jusqu'à 25 000 euros ou d'un crédit hypothécaire, mais les conditions étaient relativement strictes et axées exclusivement d'ailleurs sur la rénovation énergétique. Donc le prêt vert a été refondu en un éco-réno, ce qu'on appelle un éco-réno, dont la destination est de financer non seulement l'amélioration de la performance énergétique, mais également la salubrité, la sécurité, l'habitabilité du bien. Donc on cherche plus la qualité de vie qu'exclusivement la performance énergétique. Ceci étant, on constate que la performance énergétique dans les travaux prend le pas sur des travaux, enfin, ne prend pas le pas, mais à la même ampleur que des travaux de sécurisation, d'habitabilité ou de salubrité. Alors, le crédit éco-réno peut prendre donc deux formes. Il peut prendre la forme d'un crédit hypothécaire ou la forme d'un crédit à la consommation. Alors, dans le cas d'un crédit hypothécaire, il peut aller jusqu'à 30 ans et avec une limite d'âge. La limite d'âge, elle est en cours de réflexion, mais pour l'instant, elle est à 70 ans à la fin du crédit. Le crédit à la consommation, il est d'une durée maximum de 10 ans. Alors, le montant empruntable pour le crédit hypothécaire dépend de la capacité d'emprunt du ménage. Pour le crédit à la consommation, le montant maximum est de 25 000 euros. Alors, ce qu'on appelle une reprise en cours, bien sûr, sur un crédit à la consommation n'est pas possible. Elle est possible sur le crédit hypothécaire. La délivrance des fonds se fait bien sûr à l'entrepreneur ou à des tiers qui font les travaux. Dans le cas du crédit à la consommation, les fonds sont directement versés à l'emprunteur contre émission des factures. Et en ce qui concerne les garanties, pour les garanties dans le crédit hypothécaire, c'est bien sûr principalement l'hypothèque. L'assurance solde restant dû n'est pas obligatoire. Au Fonds du logement, elle est fortement recommandée, mais nous ne la rendons pas obligatoire. En ce qui concerne le crédit à la consommation, bien sûr, il n'y a aucune sûreté réelle. Il y a simplement l'acceptation de la cession de salaire. Alors, en ce qui concerne les frais de dossier, il n'y a pas de frais de dossier pour le crédit à la consommation et c'est un montant de 60 euros pour le crédit hypothécaire. Les crédits hypothécaires éco-réno, avant d'envisager le financement, on pratique une expertise de l'immeuble qui va connaître les transformations, essentiellement dans le but d'une part, déterminer la qualité de la garantie qui sera soumise, mais également d'aider dans la priorisation des travaux qui sont suggérés par le ménage emprunteur. Enfin, le délai de traitement est estimé en moyenne, je vais dire, le délai s'est d'ailleurs amélioré en matière de crédit à la consommation. On tourne à 2 à 3 semaines pour la mise en place du crédit. Et on essaye de viser les 5 à 6 semaines pour le crédit hypothécaire. On tourne plus pour l'instant sur 7 semaines. C'est un peu le gage de succès, mais également un peu lié au délai nécessaire pour une expertise. Alors, qui peut avoir accès? Alors, il y a des conditions barémiques. Donc, en fait, c'est basé sur les revenus du ménage sur base du dernier avertissement extrait de rôle. Et là, nous avons les revenus maximum pour pouvoir être éligible au crédit éco-réno. Nous avons soumis ces barèmes à Perspective, l'IPSA, donc l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse. On estime qu'à peu près 85% de la population bruxelloise est éligible à un crédit éco-réno. Alors, deux taux sont applicables. Petite parenthèse, au moment du lancement du crédit éco-réno, les taux étaient de 0 ou de 1% en fonction de la catégorie de revenus. On est tous au courant de l'inflation des taux qu'il y a eu
sur l'année 2022 et début 2023, ce n'était plus soutenable pour la région ni pour le Fonds du logement de rester à du 0 et 1% quand les taux sur les marchés étaient à des 4 et 5%. Donc on a été contraint quelque part par la réalité économique du terrain de revoir ces taux. Et donc les taux sont aujourd'hui à 1,5 pour les revenus les plus faibles et à 2,5 pour les revenus plus élevés. Alors, en gros, un peu la démarche. Une personne qui est intéressée par un crédit éco-réno a plusieurs portes d'entrée. On travaille en étroite collaboration avec HomeGrid et le réseau Habitat, mais le HomeGrid et le réseau Habitat aident les ménages à monter leurs projets, à prioriser les travaux, et puis transfèrent le dossier au Fonds du logement, qui prend la suite au niveau du financement. Mais le ménage peut s'adresser directement au Fonds du logement également, où nous faisons le travail de priorisation des travaux, d'opportunités d'investissement par rapport à un autre. Alors, il y a d'abord un rendez-vous d'ouverture, ce qu'on appelle plus près ? D'accord. Donc, nous pratiquons d'abord ce qu'on appelle un rendez-vous d'ouverture, où on explique bien sûr le crédit, mais où on collecte l'ensemble des informations nécessaires, et on fait cette fameuse priorisation des travaux. Puis, on introduit formellement la demande de crédit, avec la collecte de l'ensemble des informations nécessaires et la mise au point d'un rendez-vous technique, dans le cas d'un crédit hypothécaire, d'un rendez-vous technique, c'est-à-dire le passage d'un expert qui va évaluer le bien, le gage, et nous orienter également dans la priorisation des travaux. Puis le dossier passe au comité, nous émettons les offres, les contrats, les différents documents nécessaires à l'acte de crédit, et puis au fur et à mesure, nous décaissons. Alors dans le cadre du crédit à la consommation, à partir du moment où le contrat est signé, la personne a 12 mois pour effectuer ses travaux, et nous décaissons les factures au fur et à mesure. Au bout des 12 mois, la personne commence à rembourser capital et intérêts. Pendant les 12 premiers mois, elle ne paye que les intérêts sur les sommes qu'elle prélève. Dans le crédit hypothécaire, la durée là est de 24 mois. La durée est de 24 mois, et c'est le même principe. Alors, ceci sont les principales conditions. Ce sont des conditions d'assurance, mais également différentes attestations que nous demandons pour être sûr de la qualité des travaux. Et je crois que j'ai terminé. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mais maintenant, nous passons en fait aux réactions. Donc, on a vu maintenant les possibilités en Flandre, Bruxelles et Wallonie d'avoir un prêt. Et je cède la parole maintenant à Madame Amandine Poncin. Est-ce qu'elle est là? Ah, ben voilà. Du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Merci, bonjour. Donc Amandine Poncin du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. On est une association située à Namur, mais on est compétent sur toute la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc peut-être pour expliquer l'essence du réseau, c'est de partir des gens qui vivent directement la précarité. C'est à partir du vécu des gens, de ce qu'ils vivent dans la précarité, qu'on base notre plaidoyer politique. Et la question de la rénovation énergétique, elle est centrale au sein des discussions qu'on mène avec nos militants, les personnes qui vivent la précarité, parce qu'on sait qu'en Wallonie, on a un parc immobilier qui est excessivement vétuste. On a plus de la moitié du parc qui est de label F et G, et on est face à un défi hyper important face au réchauffement climatique. Alors, la question du financement et des prêts que vous avez présentés ici, elle est centrale. On a eu de nombreux échanges avec nos militants, mais même avec d'autres associations. On a notamment réfléchi avec la coalition climat, des associations plus environnementalistes, parce qu'on sait qu'on va devoir aller vers une justice sociale. On sait qu'on ne peut pas réfléchir la transition sans penser à ce que ça va avoir comme impact pour les gens.
quand on a abordé la question, et ici pour venir aujourd'hui, j'ai questionné nos militants par rapport à la question des prêts, l'accessibilité, etc., par rapport à ce que vous nous présentiez. Et les militants, ce qu'ils nous disaient, c'est que ça leur faisait très peur. Ça les interpelle et ça les questionne parce que plus de la moitié se disent en fait, nous, on n'aura pas accès. Et nous, la question du financement, on veut bien rénover, on est très sensible, on sait qu'on doit faire quelque chose parce que le logement, ça va jouer sur notre santé, par exemple. On a des militants qui nous disent, mais nous, on a de l'asthme, on va au médecin, on nous donne des puffs, oui, ok. Mais tant que j'aurai de la mérule sur mon mur, tant que je ne serai pas dans un logement correct, mais qui laisse passer l'air, on aura beau me soigner, ça ne changera rien. Je n'y arriverai pas. On a les infirmiers de rue récemment qui nous disaient, et là pour faire le lien avec les personnes qui sont sans logement, on a beau soigner un ulcère en rue, tant qu'on n'a pas un logement, ça ne sert à rien, parce que le logement, c'est la base. Et nos militants, ce qu'ils nous disent, c'est que les formules qui sont proposées là, ça touche une partie de la population. Ça, on en est convaincu, on le sait, on a déjà échangé plusieurs fois, que ce soit avec le Fonds du logement en Wallonie et d'autres. Mais face à l'ampleur du phénomène et face à l'ampleur de la rénovation, si on ne pense pas à des modes de financement alternatifs, et ça on en parlera cet après-midi, il y a une partie de la population qui va vivre la double peine, voire la quadruple peine, voire la triple, etc. Et donc, moi, je voulais juste réagir là-dessus et faire aussi un peu d'attention. J'entendais au Fonds du logement qu'il y avait des aides pour les bailleurs. C'est une question qui est très, 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 très centrale au réseau. Ce que nos militants nous disent, c'est « Ok, on va rénover, mais moi, je suis un locataire. » Et il y a une pression tellement forte sur le marché que moi, je préfère rester dans mon logement qui laisse passer l'air et qui me cause des problèmes de santé plutôt que de mon propriétaire qui rénove mon logement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque qu'à un moment donné, mon loyer il va exploser. Déjà là, mon loyer prend plus de la moitié de mon revenu. Déjà là, la fin du mois, ça arrive le 15. Comment est-ce que je vais faire si, après les travaux de rénovation, oui, bien sûr, mon logement sera d'une meilleure qualité, ma facture sera peut-être épargnée, etc. Y aura une diminution. Mais il y a un risque peut-être que je me fasse expulser. Il y a un risque que je n'arriverai pas encore à boucler les fins de mois, etc. Et donc, je suis très curieuse de savoir combien de propriétaires bailleurs font appel à ces aides et quels sont les impacts sur le marché, parce qu'on le sait, nous, c'est une crainte qu'on a notamment l'année passée et qu'on continue à mettre en avant à travers ce qu'on nomme PAC Logement Énergie pour le portefeuille plat, c'est de dire, OK, la rénovation, elle doit se faire avec les gens. Et les moyens financiers, alors, qui sont super, mais qui ne seront pas suffisants face à l'ampleur du phénomène. Et donc, c'était ma petite réaction interpellée par rapport à ça. Merci, ce n'était pas une petite réaction, c'était tout à fait intéressant, merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Angelos Koutsis pour Bund Beter Leefmilieu. Dank u wel. Ik heb eigenlijk ook een presentatie voorbereid, als dat mag. Ik zal beginnen met een introductie en ondertussen kunnen we het proberen. Ja, ik heb ze ook doorgestuurd. Je vous ai envoyé le transparent. Perfect. Geweldig. Dus eerst en vooral... Monsieur demande si c'est mieux s'il parle en anglais, mais il n'y aura pas de traduction anglais-français, hein? Ni anglais-néerlandais, on ne peut pas... Si tout le monde parle anglais, ok, si vous êtes d'accord. Non, ça va. Alors je continue en néerlandais, il dit. Ok. Donc, il y a eu les élections et beaucoup d'entre vous seront consultés probablement dans les semaines à venir concernant la politique de rénovation et pour avoir plus de justice sociale. Et c'est pour cela que dans ma réaction, je voudrais vous signaler quelques points d'attention et on va un peu plus large que les prêts.
comment avoir accès à un logement sain, salubre, de qualité. Ça dépend souvent des primes, mais aussi des prêts et tout l'encadrement. Donc, il ne s'agit pas d'un seul prêt. Et j'ai essayé d'expliquer la politique flamande parce que c'est ce que je connais le mieux et quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés, auxquels nous devons faire attention. Tout d'abord, la première question qu'on doit se poser, quel est le but de nos primes de rénovation? La Flandre a dit, voilà, on veut le label A pour 2050, donc un logement avec une haute efficacité en énergie, mais évidemment, c'est une évolution. Cela est un peu contraire aux objectifs européen. Notre premier objectif, on sait que ce n'est pas assez, mais regardons si nous sommes déjà sur la bonne voie. Donc, nous avons ce qu'on appelle un trajet de monitoring et on voit qu'on est en effet sur la bonne voie et on suit les lignes comme il faut. On voit que la vague de rénovation est un peu retardée. Et pour 2050, il faudrait vraiment une croissance exponentielle, ce qui en fait sera infaisable. Si on continue avec la tendance actuelle, alors on ne va pas atteindre l'objectif. Et si on regarde la répartition des logements avec PEB-A, on voit que c'est à peu près 7%. Vous dites peut-être que ce n'est pas trop mauvais, mais il s'agit surtout de nouveaux logements. Donc, ce n'est pas des rénovations, c'est vraiment des nouveaux bâtiments. Et la politique pour les rénovations n'est pas suffisante. Et on voit qu'il y a à peu près 3000 logements par an qui sont rénovés, ce qui n'est vraiment pas suffisant. Et on devrait aller jusqu'à 10 000. Alors, l'accès à la rénovation pour tous, c'est également un objectif du gouvernement flamand. Donc, ils ont un plan énergétique pour le climat et ils veulent utiliser les peu de ressources qu'il y a de façon optimale et on veut donc surtout aider les personnes qui, sans ce soutien, ne pourraient pas rénover. Et en Flandre, c'est quand même 45% des rénovations. Est-ce que c'est cela, ce qu'on a vu? La Flandre même dit que le bonus, ce verbouwpremie, est un grand succès. Donc, beaucoup de demandes, 2 fois plus que prévu, et 50% est destiné aux groupes avec les revenus les plus bas. Donc, ça, c'est déjà très bien. Et puis, on voit aussi les demandes par groupe cible. Maintenant, si on va détailler cela un peu plus, il s'avère que les groupes de revenus ont été répartis de façon assez créative parce que 70% de la population est dans le groupe le plus bas. Cela veut dire que plus de 50% des bonus va vers les revenus plus élevés, vers les 30% les plus élevés. On peut aussi dire, voilà, on a donné autant de primes, mais cela n'est pas une preuve des rénovations même. Partout dans nos pays voisins, ils ont aussi rénové suite à la crise énergétique. Et le degré de rénovation, en tout cas, les chiffres que moi j'ai vus, là, je n'ai pas constaté d'augmentation. On a peut-être atteint les ménages qui avaient déjà les moyens de rénover et on les a aidés, mais on n'a pas convaincu beaucoup de personnes pour rénover grâce au bonus, ou en tout cas juste un groupe très limité. Et la conclusion, c'est que c'est un bon cadre,
mais il faudrait différencier un peu plus. Il faut donner des supports sur mesure, mais l'interprétation est parfois trop subjective et prête à confusion. On dit il y a autant qui va vers les revenus les plus bas, mais si vous mettez presque tout le monde dans les revenus les plus bas, ce n'est plus objectif. Ici, j'ai fait un aperçu, j'espère que c'est un peu clair pour vous, des mesures que la Flandre a sur base des différents groupes de revenus. Et vous voyez les plus élevés, les revenus moyens et les revenus bas. Et donc, il y a une différenciation dans les primes, mais du moment qu'on descend dans le groupe cible 3 et 4, et 70% des gens se trouvent là-dedans, et là, il n'y a plus de différenciation. On pourrait argumenter que les personnes qui ont des difficultés à la fin du mois, que ce sont quand même eux qui ont besoin de plus de support. Et ce sont eux qui ont besoin de cette aide sur mesure, mais cela n'est pas encore prévu dans le système et nous allons certainement plaider pour cela. Ensuite, bon, en fait, je devais parler de prêts et moi, j'ai uniquement parlé de primes. Mais donc, il y a aussi Mijnverbouwlening, donc le prêt pour rénover. C'est aussi un bel instrument. Mais à nouveau, ce n'est pas différencié pour les revenus bas. Et ça, c'est quand même un problème parce que, supposons, vous avez un taux d'intérêt de 2,75, ça veut dire que par mois, il faut quand même pouvoir rembourser 300 € et pas tous les ménages sont capables de le faire. Certainement pas ceux qui se trouvent dans le groupe cible 4 et 5. C'est pour cela que nous proposons une différenciation de ce prêt à la rénovation pour ces deux groupes cibles, même un taux d'intérêt négatif, on dirait, pour les groupes cibles 4 et 5. Et aussi éventuellement accès à ce prêt du fonds d'urgence. Ce qu'on appelle bullet loan. En principe, cela devrait pouvoir aider tout le monde parce qu'il ne faut rembourser qu'après X années. Mais le système actuel a quelques maladies d'enfants, ça en connaît encore quelques problèmes. C'est-à-dire que ça doit passer via les CPAS, donc ça veut dire qu'on dépend de votre ville. Si votre ville s'est inscrit pour cela, a introduit la demande, vous ne pouvez pas le faire directement. Et c'est ce que Sarah a dit, ce n'est disponible que dans une trentaine de communes. 45, ok, merci. Mais donc, en tout cas, pas toutes les communes ou pas toutes les villes. Et c'est pour cela que nous voulons transférer cela au niveau flamand pour que ce soit accessible pour tout le monde et aussi pour pouvoir augmenter les budgets parce que maintenant, une ville ne peut demander qu'une quantité limitée et ne peut pas offrir à tout le monde une rénovation. C'est maximum 36 rénovations par ville. Donc, le cadre est bon, mais il faudrait quand même faire quelques adaptations pour que ce soit juste au niveau social. Et alors, la Flandre dit souvent, oui, nous faisons du travail exceptionnel, nous avons des primes, des prêts pour tout, mais quand même quelques remarques. Lorsqu'on regarde l'objectif pour les labels PEB, on voit que on voit ici un peu le symptôme de le bon cadre, mais pas assez ambitieux. Et finalement, dernier point, ce sont les émissions moyennes des ménages en Flandre par rapport aux pays européens. Et on voit que uniquement au Luxembourg, ils ont des résultats encore plus négatifs. Donc, on n'est pas vraiment parmi les meilleurs élèves, bien au contraire, et je trouve qu'on devrait quand même faire un peu plus pour les rénovations et surtout pour réduire les émissions.
Koutsis. Merci, Monsieur Koutsis. Vous pouvez venir ici, sur la tribune. Fantastisch. Kom erbij. Ja, ik ga mij dan ook beneden zetten. Net. Dat is... Ah ja, zeker. Oké. Ja, ik ben jullie voorzitter en ik... Je suis votre président. On m'a confié le rôle de diriger un peu ce débat. Mes remerciements déjà à vous tous. Qu'il y a plein de prêts et plein de règles. Et ma première impression est waouh, c'est compliqué. Waouh. Et je voudrais demander, excusez-moi les noms, d'abord à Madame Amandine Ponsin. Comme ça, un cri du cœur de mon côté. Waouh, c'est compliqué. Je peux m'imaginer que les personnes qui vivent en pauvreté ressentent la même chose et ça fait peut-être aussi écho à ce que vous avez dit, que les personnes ont peur. Ils ont peur de quoi? Qu'est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette crainte? Alors, ils ont la même réaction, c'est compliqué et ça l'est davantage parce que la rénovation énergétique, alors c'est excessivement technique. Par quoi est-ce qu'on commence? À quelle porte est-ce qu'on doit aller frapper? Est-ce que je dois rénover de manière globale? Est-ce que je commence par le toit? Quel entrepreneur je prends? Est-ce que je peux avoir confiance? À qui est-ce que je confie mes sous? Quand on a les sous, mais quand on ne les a pas, c'est... ok, je tape à la porte du fonds du logement ou d'un autre organisme, ça peut être une banque, enfin peu importe. Ok, mais après, il y a la charge administrative aussi. Il faut remplir les documents, par où je commence. Si je fais une erreur, je vais peut-être pendant 1 an traiter le dossier. Pour prendre un témoignage d'une famille, maman et papa, 3 enfants, qui décident de rénover son logement. La dame que je rencontrais dans le cadre des témoignages pour le PAC m'a dit que pour finaliser son dossier, donc elle n'a pas encore le prêt en main, il a fallu 1 an et demi parce qu'il manquait des pièces justificatives, parce qu'il y avait un problème au niveau, par exemple, de l'électricité qui n'était pas conforme, donc ça a rajouté des difficultés, etc. Et donc on peut comprendre qu'à un moment donné, cette famille, elle aurait pu se décourager. Et on en parlera cet après-midi, mais pour ces familles, c'est des chantiers qui sont gigantesques. Quand je suis arrivée au réseau, je n'étais pas encore sur la matière logement, mais j'étais dans le cadre des inondations de juillet 2021. J'ai rencontré des centaines de familles qui étaient confrontées à de la rénovation obligatoire parce qu'elles avaient eu peut-être 2 à 3 mètres d'eau chez elles. Je voyais des familles effondrées, ne plus savoir quel papier on devait rendre en premier, vers où on devait aller. Donc c'est un défi qui est gigantesque pour ces familles, qui déjà sont dans la survie du quotidien, de savoir comment est-ce qu'elles font pour que le portefeuille tienne jusqu'à la fin du mois. Quel est le pot que je mets en premier pour pouvoir survivre? Enfin, c'est ce qu'elles nous disent. Alors on a une dame qui dit moi finalement j'ai renoncé, j'ai fait tout avec des bouts de ficelle et j'ai rénové par moi-même. J'ai abandonné, j'ai même plus demandé un prêt, j'ai plus demandé de prime parce que les primes, enfin c'est dans un autre groupe, mais quand on fait une demande de prime, il faut forcément avancer l'argent. Sauf que quand on n'a pas les moyens, comment est-ce qu'on fait pour avancer cet argent qu'on n'a pas? Et donc c'est tous des obstacles qui créeraient à un moment donné peut-être du non-recours pour ces ménages et qui font qu'elles passent à côté peut-être de ces aides qui sont déjà existantes. Et certaines autres, on parle de prêts par exemple, si on imagine qu'elles sont fichées peut-être à la Banque nationale, c'est peut-être un obstacle supplémentaire en plus du portefeuille qui fait qu'elles vont passer à côté de l'aide.
si on est locataire, on dépend de notre propriétaire. Et donc, il va falloir qu'on motive notre propriétaire à rénover un logement auquel il ne va pas pouvoir bénéficier des avantages parce que ça touche directement, comme monsieur l'a dit, le portefeuille le portefeuille du locataire qui va avoir des économies d'énergie, mais le propriétaire, qu'est-ce qu'il y gagne? Et donc, il y a aussi cette crainte, comme je disais, de l'augmentation du loyer. Donc, ce sont toutes ces petites choses-là qui, mis ensemble, font que beaucoup de personnes renoncent tout simplement, ou se disent on va repousser la date, etc. Et donc, et ça, je trouve que c'est important, et après je termine, c'est de dire que, outre le financement, et on en parlera cet après-midi, c'est toute cette question de l'accompagnement des ménages dans cette rénovation énergétique. Nous, on parle souvent d'accompagnement technico-social, mais on ne peut pas laisser des ménages qui sont déjà dans difficulté, qui pour eux sont déjà dans leur vie au quotidien en train de jongler entre tout un tas d'autres choses, seuls face à ce chantier gigantesque. Et donc c'est important de pouvoir avoir un accompagnement des ménages outre le financement. Ok, merci. Donc vous confirmez, c'est très compliqué, mais est-ce que peut-être quelqu'un de la région flamande ou en Wallonie ou Bruxelles pourrait réagir justement à cette question de l'accompagnement des personnes? Et une petite parenthèse, ça m'a frappé que pour le Mijnverbouwlening, dans le document que j'ai reçu, il y a un lien à un site internet. Et aussi dans le document pour Bruxelles, j'ai vu que la procédure, on doit faire un rendez-vous par email avec une copie des offertes. C'est ce que je lis. Mais pour moi, ça fait écho à la fracture numérique, naturellement. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait réagir à ce immense défi? Ja, voor ons kan de mijnverbouwlening kan eerst aangevraagd worden via het... Mijnverbouwlening peut être demandée via le guichet en ligne et est alors envoyé aux services compétents. Mais donc, il y a des guichets qui sont prévus au niveau local. Mais on peut également demander ça directement à la maison de l'énergie. C'est pas nécessaire de passer par le système en ligne. Et puis, pour répondre à ce que vous dites, cet accompagnement social, pour nous, est aussi fort important, aussi dans le cadre du Noodkoop Fonds, où nous avons vraiment l'objectif d'atteindre ces revenus les plus bas, ces acheteurs d'urgence, avec là l'obligation de faire un accompagnement social, parce que c'est vraiment nécessaire, nous le voyons. Il y a aussi l'aspect rénovation du quartier qui est associé, passer dans les quartiers, passer d'une porte à l'autre pour informer les personnes. Ça se fait pas toujours de la même manière. C'est au niveau local que cela s'organise, mais cet accompagnement social sera davantage nécessaire. On voit ça dans la pratique et nous voulons vraiment miser là-dessus. En fait, je voulais répondre aussi aux questions posées tout à l'heure par Madame Poncin. Donc, on disait combien de propriétaires bailleurs? J'ai les chiffres avec moi, pas énormément. Et l'impact, le loyer. Il faut savoir que nous, maintenant, au Fonds du logement, on impose que le loyer soit respecté dans la grille des loyers du CEHD. Donc, ça, c'est une chose. Ou même pour un Rénopac, de confier à une AIS. Donc, on pousse, évidemment. Ou alors, c'est un membre de la famille jusqu'au deuxième degré, je crois. Bon, voilà, on essaye de verrouiller un peu ce loyer. Donc, AIS, APL. Et il faut savoir aussi qu'on impose, évidemment, que le logement soit aux normes, soit salubre. Et depuis peu, on oblige aussi que la toiture soit isolée. Donc c'est une condition. Donc il n'y a plus d'audit obligatoire, parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait un ordre à suivre. Donc maintenant, on oblige au moins la toiture, c'est quand même une grande déperdition d'énergie. Et donc voilà, donc c'était quelques réponses. Pour les primes, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'on les avance, nous, au Fonds du logement. En fait, on les déduit directement. Et alors, pour répondre aussi à M. Koutsis, comme ça on dit, Koutsis,
Angelos. Je suis d'accord, il y a 70% des gens qui sont touchés par les catégories. Voilà, il faudrait avoir un système beaucoup plus souple. Et la complexité, quand on voit maintenant le fameux logement passoire, même nous, on ne sait toujours pas trop ce que ça va être, ce que ça va donner. Ça a fait beaucoup rire nos collègues quand ils ont vu ça et devoir le mettre en œuvre. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment un millefeuille qui se met en place. Bon, on a beau le dire, hein, mais il faudrait revoir tout ça, clairement revoir tout ça, parce qu'on ne va pas y arriver, tout simplement. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui vont rester sur le carreau, énormément. Et moi, je constate que, allez, on parle des propriétaires bailleurs, ce sont des personnes qui ont des moyens aussi. Hein, et en fait, on laisse une grande partie de la population sur la touche, voilà, même avec ces systèmes. Et puis toucher ces gens-là, comment les toucher? Donc le porte-à-porte, etc. Pourquoi pas? Mais il va falloir trouver des solutions et être très innovant. Pour ma part, je voudrais d'abord parler de la problématique de la fracture numérique. Effectivement, le site du Fonds du logement est vraiment une source d'information, mais à côté de cette source d'information, toute personne qui téléphone au Fonds du logement peut demander un rendez-vous, et le rendez-vous peut se faire ou physiquement, ou téléphoniquement, ou en call. Pour donner un ordre de grandeur, on tourne aux alentours de 650, en fonction des moments de l'année, entre 650 et 900 rendez-vous de pure information sur les modalités ou d'acquisition ou de rénovation. Donc, on est conscient, compte tenu du public auquel on s'adresse, et le problème de la fracture numérique n'est pas la seule fracture. Il y a également la fracture de la langue, souvent. Les primo-arrivants ont du mal à maîtriser une des langues nationales, et je ne parle même pas lorsqu'il s'agit de signer des documents. L'accompagnement, pour reprendre le terme qui est nécessaire, est très très important. Alors, en ce qui concerne les locataires et les propriétaires bailleurs, Bruxelles est un peu une exception dans le pays. On a une majorité de locataires en copropriété, et ça change complètement la donne. Le souci, c'est que Bruxelles avec ses difficultés budgétaires, et lorsque l'on a lancé l'éco-réno, l'intention était très très rapidement d'ouvrir l'éco-réno également aux propriétaires bailleurs, aux propriétaires de plus d'une habitation. Malheureusement, on s'est rendu compte que la région n'avait pas actuellement la capacité de faire cela. Donc, on oriente il y a des pistes de réflexion pour orienter les propriétaires bailleurs vers le banquier traditionnel et aider le banquier traditionnel, par exemple par une bonification d'intérêt ou par un partage du risque, à financer les propriétaires bailleurs. La solution ne doit pas nécessairement venir du public. Une solution publique-privée peut être également trouvée. Je voulais quand même parler des catégories socio-professionnelles que l'on rencontre dans les crédits qu'on accorde. Lorsque un ménage bruxellois s'adresse au Fonds du logement, dans 80% des cas, il rentre dans les catégories de salaire du barème du logement social. Donc, ça, c'est pour l'acquisition de son logement. Dans 60% des cas, l'acquisition du logement s'accompagne de travaux énergétiques. Par contre, c'est une disparité que l'on constate depuis le début du crédit éco-réno. Lorsqu'un ménage bruxellois s'adresse au Fonds du logement uniquement pour un crédit hypothécaire travaux ou pour un crédit à la consommation travaux, la proportion de ménages entrant dans le barème du logement social passe de 80 à 60 pour le crédit hypothécaire et passe à 20 pour le crédit à la consommation. Et là, quelque part, moi, ça me perturbe, ça me rend perplexe. Il y a un effet d'aubaine, selon moi, qui est un peu dommageable.
ceci fait écho à ce que monsieur vient de dire sur l'effet Mathieu. Mag ik ook nog even reageren? Want ja, dit geval van... Est-ce que je peux réagir? En effet, le cas de Bruxelles est très intéressant et ça me faisait penser à une mesure que la Flandre a fait entrer en vigueur pour 1 an et après ils l'ont supprimé. C'est le stop d'indexation des loyers pour des bâtiments avec peu d'efficience énergétique. Et si on dit ce genre de bâtiment ne peut pas indexer le loyer, alors on va créer en fait un incentif à moyen terme pour les propriétaires de quand même rénover et comme ça, ils voient quand même leurs bénéfices garantis, mais en même temps, on peut protéger des locataires vulnérables qui sont dans des bâtiments énergivores et en même temps, leur loyer reste bas. Ce serait peut-être une idée pour toutes les régions, mais spécifiquement aussi pour Bruxelles. Monsieur, vous avez une question? Je suis un des fondateurs d'une coopérative qui s'appelle Corénov. Nous travaillons beaucoup avec le Fonds du logement, avec toutes les aides actuelles qu'il y a en Wallonie. Mais je voudrais apporter un éclairage sur vous. Donc la coopérative, nous l'avons fondée en juin 2018 et nous avons fait un accompagnement personnalisé de 3500 rénovations depuis juin 2018. Donc on a commencé à avoir une certaine expérience. Et ce que nous voulons faire, nous, c'est essayer que les gens quittent le fioul et le gaz. Quittent pour des raisons climatiques. Donc on essaie de pousser très loin les rénovations. Donc nous allons chez les gens avec un PC portable. Nous avons 10 temps plein pour le moment. Nous travaillons avec 180 entreprises du bâtiment. Donc c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Et nous faisons devant les gens une simulation technique et financière. Et on leur dit, regardez, avec les primes, avec les économies d'énergie, vous savez quasiment autofinancer les travaux quand on a un bas revenu, grâce aux aides actuelles. Mais ce que nous voulons surtout démontrer, c'est que ce n'est pas de l'aide sociale qu'on veut. C'est d'enclencher une dynamique économique positive. Si tout le monde vit dans une maison saine, ça coûtera beaucoup moins cher à la collectivité en termes de santé. Si on réduit les gaz à effet de serre, les générations futures vivront mieux, etc. Donc on présente toujours, et je suis ravi que vous organisiez ce colloque, évidemment, pour dire que c'est une approche d'économie. Alors nous avons fait des calculs, et sur un échantillon de 3500 maisons, on commence à pouvoir faire des statistiques. En moyenne, pour aller vers un label B, parce que label bas A en rénovation, techniquement, bonjour. S'il y a des architectes ici et des ingénieurs, ils vous le diront, c'est quasiment impossible. Label B, on peut y arriver. En moyenne, on est autour des 130 000 euros. En moyenne. 80 000 euros pour l'enveloppe du bâtiment. Donc, ce qui est l'isolation du toit, rénovation du toit, des murs, des sols, des châssis. Ça, c'est l'enveloppe. Et ça, on ne refait pas ça 30 ans plus tard. Ça va durer 50, 60, peut-être 80 ans si c'est bien fait. Il faut peut-être contrôler la qualité des travaux, on est bien d'accord. Et pour les systèmes, alors ventilation double flux, souvent photovoltaïque, pompe à chaleur, chaudière éventuellement et poêle biomasse en monde rural. On est bien d'accord, pour la ville, ce n'est pas adapté. Donc on est bien dans l'idée qu'on quitte le fioul et le gaz. Eh bien, là, ce serait un prêt sur 25 000 euros. Ça va ? Actuellement, si on utilise le système actuel, prime et prêt à taux 0% ou des prêts comme en Flandre, nous avons calculé que pour la Wallonie, donc le gouvernement veut passer de 15 000 rénovations à 45 000 rénovations par an. On dit chapeau, mais avec le système actuel, il faut 158 ans. Ça ne tient pas la route. Donc il nous faut trouver un autre système de financement. Et là, nous faisons une proposition assez audacieuse, et je remercie l'organisation de ce colloque pour pouvoir la faire. Et c'est une idée qui vient de l'Institut Négawatt France. C'est le bâtiment qui emprunte, et pas la personne. Alors, c'est un peu... Parce que n'oubliez pas qu'en Flandre, et même je crois que c'est plus important en Flandre qu'en Wallonie, nous avons en Wallonie 18% de personnes qui ne peuvent plus emprunter. Ils sont trop vieux. Et ils devraient mettre leur maison en bon état pour leurs petits-enfants. Et même la maison aura plus de valeur. Je viendrai après sur le problème bailleur-locataire, qui est très important. Et donc l'idée, c'est de faire un prêt qui est lié au bâtiment, qui pourrait aller jusqu'à 60 ans pour l'enveloppe,
et 20-25 ans pour les systèmes, puisqu'il faudra remplacer le système. Mais c'est les économies d'énergie qui garantissent le remboursement de l'emprunt. Et je peux vous dire que j'ai rencontré la direction de Belfius là-dessus en disant il n'y a pas meilleure garantie. Ils sont d'accord, évidemment. Ce n'est pas les subprimes ici, c'est les économies d'énergie qui garantissent le remboursement de l'emprunt. Je ne vais pas évacuer tout ce que vous faites pour le moment. On travaille avec vous à fond. Bon, je vais avoir fini. Alors, le problème des bailleurs et des locataires. C'est vrai qu'ici, à Bruxelles, on est à 50%, et dans la plupart des villes, on est à 50% des locataires. En Wallonie, on a 30% de locataires. Donc, il faudrait que le bailleur ait intérêt aussi à faire ce travail. Et à la limite, je dirais, il faudrait même l'obliger. Et là, je rejoins évidemment le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors, vous savez qu'en Wallonie, l'Institut wallon d'études et de statistiques a mis en place une étude pour découvrir que finalement, la majorité des bailleurs, c'est des petits bailleurs. Ils ont 2, 3 maisons, une maison. Et de temps en temps dans les grandes sociétés. Mais la plupart du temps, c'est des gens de classe moyenne qui mettent en location. Donc, comment faire pour inciter les bailleurs à faire les travaux avec le locataire? L'idée pour moi, et ça c'est une idée que j'amène ici dans le rapport, dans le chose, c'est de dire qu'il faudrait pouvoir faire une convention. Pour le moment, nous incitons des bailleurs à faire des conventions de manière volontaire. Entre le bailleur et le locataire, eh bien on dit, écoute, puisque toi, locataire, tu vas faire des économies d'énergie, eh bien tu m'en verses une partie. Et donc, on est win-win. Donc, si on fait 1200 € d'économie d'énergie par an, il y en a, par exemple, 600 pour le bailleur, 600 pour le locataire. Ça veut dire que le locataire, il vit dans une maison beaucoup plus saine et il a une diminution de ses charges. D'accord ? Et le bailleur retrouve un certain retour sur investissement. D'accord ? Pour le moment, c'est totalement illégal. C'est simplement volontaire. Ça nous paraît intéressant d'associer le locataire. Alors pourquoi ? Si jamais on ne fait pas ça, nous avons très peur que avec toutes les aides qu'on est en train qui vont prendre de plus en plus d'ampleur pour des questions climatiques, etc., eh bien, on va avoir des bailleurs qui vont attendre que le locataire quitte le logement, ils vont faire les travaux, ils vont louer plus cher après. Et ça, il faut absolument éviter. Il faut essayer vraiment que ce soit une décision locataire-bailleur ensemble. Voilà quelques idées, disons, pour alimenter le débat. Réagir Oui, en fait, j'ai entendu 3 questions. À la première question, je dirais, donc en ce qui concerne cet objectif final du PEBA, et qui n'est pas sans combustible fossile, il faudra revoir cela parce que maintenant, ce sont des objectifs donc qui dit que ça doit être sans énergie fossile, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire ce PEBA si on sait que ces dernières mesures énergétiques donnent un bénéfice à très long terme seulement. Donc, on suppose et on plaide pour être moins sévère, par exemple un B, pour que ce soit aussi payable pour la famille moyenne. Et alors, deuxième remarque, en ce qui concerne le lien entre les prêts et les bâtiments ou la facture d'énergie. Avec Climact, un bureau d'études, nous avons fait une étude concernant le préfinancement des rénovations et là, on retrouve également cette idée. Et en principe, c'est une bonne idée. Mais ce qui s'est aussi avéré dans notre étude, si on veut mettre cela en œuvre, il faut quand même encore adapter pas mal de législation, en tout cas en Flandre. Et on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il y a une phase de préparation de 4 à 5 ans. Et entre-temps, bon, je pense qu'on doit continuer à utiliser les instruments existants et en même temps, donc, préparer l'avenir et plus d'innovation, chercher d'autres instruments. Et alors, c'était quoi encore le dernier point? Je ne me souviens plus, dit monsieur. Ah, cette participation bailleur-locataire. Bon, même si ce sont des petits propriétaires qui n'ont que 2, 3 maisons,
finalement, sont quand même des personnes avec beaucoup de capital et ils pourraient vendre une maison et avec ce bénéfice-là, payer la rénovation des autres. Et ainsi, il y a plus de maisons disponibles sur le marché et les prix vont peut-être baisser. Donc, dans ma vision, ce n'est pas une très bonne idée, ce partage de coûts entre bailleurs et locataires. Je vais me permettre de rebondir sur la dernière partie de l'intervention. Effectivement, je crois que une des problématiques auxquelles on est confronté à Bruxelles, c'est l'énorme inflation immobilière qu'il y a et le fait que certains propriétaires, pour pouvoir, multipropriétaires, pour pouvoir faire face à ces obligations, parce que je vous rejoins, je crois qu'il y a une certaine contrainte qui doit être nécessaire. Si effectivement ces multipropriétaires, pour pouvoir faire face aux exigences énergétiques, doivent vendre un ou deux biens, ça va contribuer, je ne vais pas dire à une déflation, mais ça va contribuer à ce que les prix des logements et de l'acquisition, et dès lors peut-être même des prix et des coûts de transformation baissent. Donc je suis très en faveur de ça, effectivement. On fait comment pour inciter les gens à vendre ? En contraignant les travaux et sur un timing bien précis, à la limite même court, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'alternative. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, continuer à profiter de loyers sur des PEB, F ou G, enfin j'aime pas trop parler des lettres parce qu'il n'y a pas d'uniformité entre les régions, mais on ne peut pas continuer à bénéficier de rentrées locatives sur un immeuble avec 500 kWh par mètre carré par an et se dire je vais faire en sorte que ça continue. Non, à un moment, il va falloir se dire j'en ai 3, il va falloir que j'en sacrifie un pour pouvoir continuer à rester, à avoir mes rentrées. Je peux juste réagir, mais c'est pour aller dans le même sens par rapport à la relation propriétaire-bailleur. Alors, l'étude que vous citez, c'est de François Guesquer sur la propriété. La difficulté que nous, on a au réseau avec cette étude, qui est très très bien, c'est qu'elle prend en compte les personnes physiques et pas les personnes morales. Ce qui fait qu'elle prend en compte les personnes physiques et pas les personnes morales. Ce qui fait qu'on a une partie, par exemple, des gros propriétaires, multipropriétaires qui justement n'apparaissent pas, qui ne sont pas dans cette étude-là. Et donc, elle est un petit peu faussée par rapport à ça. Mais au niveau des économies d'énergie, alors d'abord, il y a toute la question de l'effet rebond, comme ça a été constaté en Allemagne. Et donc là, on revient sur la question de l'accompagnement, notamment des APL, de comment est-ce qu'on habite un logement. Nous, on le voit encore lors de nos animations, il y a très peu de personnes qui sont au courant qu'il faut aérer minimum 1 heure par jour son logement. Et ce n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est pas la responsabilité de chacun. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, voilà, nous, sur les économies d'énergie, on est très sur la réserve. Et on pense aux locataires qu'on rencontre au quotidien, qui payent déjà des loyers pour des logements qui sont à la limite de l'insalubrité de 600-700 euros. On ne peut pas leur dire, vous allez faire des économies d'énergie, vous allez enfin pouvoir peut-être un petit peu souffler, mais vous allez le donner à votre propriétaire qui peut-être jusqu'à présent n'avait rien fait pour vous. Alors on ne met pas tous les propriétaires dans le même sac parce qu'il y en a des bons, ça on en est fortement convaincus, on en a des exemples. Mais quand quand je vous entendais parler, je voyais ces familles que je rencontre au quotidien qui ont déjà des loyers qui sont hyper importants, parce qu'on aurait des choses à dire par rapport à la grille indicative des loyers en Wallonie, qui se base sur le logement comme étant un marché, qui déjà là fausse la valeur réelle du logement. Parce que le logement, c'est pas juste un bien d'investissement. C'est un toit, c'est là où on voit les premiers pas ses enfants, c'est là où on se crée ses souvenirs. C'est une sécurité, c'est un espace de vie pour beaucoup de personnes, qui est considéré comme une marchandise. Et déjà là, pour nous, c'est très questionnant. Mais, on sortirait du débat. Mais, et donc, les économies d'énergie, je pense qu'il y a d'autres moyens de pouvoir contraindre les propriétaires. Alors, on parlait vendre. Moi, je pense par exemple aux agences immobilières sociales. Pourquoi pas proposer de mettre en location via
ces agences qui permettent un loyer moins important, qui donnent accès à des primes, à des prêts et qui seraient dans une relation win-win. À condition, bien sûr, que l'agence immobilière sociale garde son petit test de social, parce qu'on voit à Bruxelles notamment, pas aussi fort en Wallonie, mais certaines agences immobilières sortir un petit peu de son cadre social, d'accompagnement, etc. Mais je pense qu'il y a des alternatives. Mais vraiment sur la question de dire à un locataire qui déjà toute sa vie vit dans la crainte de perdre son logement, qui vit dans comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer, parce que c'est la première chose qui part du portefeuille des gens, pour garder un toit au-dessus de sa terre. Lui dire, ok, tu as déjà payé beaucoup pour des logements de moindre qualité, et là, tu vas pouvoir un peu souffler et on va le rendre au propriétaire. Il y a pour nous une difficulté à ce niveau-là. Voilà. Voor een kleine reactie was dat een lange reactie, maar goed. Encore pour une petite réaction, c'était une longue, mais enfin bon. J'ai différentes casquettes. Je suis présidente d'une AIS à Bruxelles. Je suis aussi fort concernée par la ville de Gand, la ville qui essaye quand même de faire plein de choses. Je suis administrateur d'une association qui prévoit un accompagnement technique, et je suis aussi chercheuse en termes de rénovation. Donc, différentes casquettes. Maintenant, ce qui concerne l'importance de confier cela à une AIS, c'est une possibilité excellente. En Flandre, à l'avenir, ces AIS, à mon avis, ne vont plus exister. Mais enfin bon, ça, c'est un autre problème. Mais il est important d'enlever cela au maximum du marché. Là, vous avez raison. Et puis, la mise en gage est aussi un instrument important où les propriétaires, pour leurs logements inoccupés, sont donnés en fait en amphithéose pour 30 ans sans bénéfice. L'habitation est mise en ordre, mais louée via une agence immobilière et donc il n'y a que des avantages pour le locataire et le propriétaire à terme aura son habitation. Parce que nous sommes dans une société où la propriété est une valeur importante, mais pas la mienne. En ce qui concerne l'accompagnement, le fonds Noodkoop, donc pour les acheteurs d'urgence, d'ailleurs a vu le jour à l'initiative de Gand, cette initiative bottom-up, ce qui a donné lieu à un décret, ce qui est fantastique. Maintenant, auprès de ce fonds, on voit que au début, il n'y avait pas d'accompagnement et maintenant, on accepte le soutien à concurrence de 9 000 € par habitation. C'est pas suffisant, c'est pas du tout suffisant, mais enfin bon, c'est déjà une idée qui existe, donc on comprend pas très bien, c'est comme vous le dites, une maison c'est bien plus que le bâtiment et la combinaison où il y a un accompagnement social avec un accompagnateur pour la rénovation, ça peut donner confiance, surtout quand on est propriétaire. C'est en fait une honte de ne pas avoir le logement en ordre. Ça fait partie de l'identité. C'est un problème social fort important, mais lorsqu'on ne s'occupe que de la rénovation, qui ne voit pas ce problème, cette honte par rapport à l'habitation, alors ça ne va pas. L'accompagnement est important. Ce Noodkoop Fonds, si on va en parler encore lorsqu'on parlera des financements alternatifs, c'est toujours un prêt. La ville de Gand a décidé de passer à une rétention de subventions. C'est plus un prêt. On reçoit l'argent. Un jour, il faudra le rembourser quand on décède, mais alors c'est plus votre problème. Ou si vous souhaitez payer plus tôt, c'est possible. Ou lorsqu'il y a aliénation de l'habitation aussi. Mais pour la mentalité, ça fait une grosse différence. C'est plus un emprunt. Et c'est ainsi qu'on a la subvention et toutes les primes que l'on reçoit et la complexité est résolue également parce que on enlève tous les soins aux personnes. C'est pas toujours un élément qui donne lieu à une émancipation, c'est vrai, mais de toute façon, on reçoit les financements nécessaires, les primes nécessaires sans devoir se soucier de tout cela. Mais il faut être disposé à faire cet investissement comme autorité et ça coûte de l'argent, mais on a fait une première étude d'impact qui nous montre que les enfants déjà sont en meilleure santé, plus de puff, plus d'asthme, donc les gens sont au
au travail, c'est vrai, on a fait ça pour 60 logements seulement, mais cette étude, et vous l'avez entendu ce matin du Eurofund, avec le retour qu'on aura de l'investissement, mais à ce jour, c'est très difficile de demander aux autorités de faire un investissement de plus de 6 ans. Mais le soutien et l'alternative sont importantes et donc ça c'est un problème qu'on a à Gand également. C'est pas neutre en carburant fossile. On va investir en gaz toujours parce que bon, avec une pompe à chaleur, avec un budget quand même limité à 50-60 000 euros, ça continue à être un problème. Merci bien. J'ai voulu poser une question. Donc, madame aura besoin du micro aussi. Oui, ça m'intéresse fortement ce que vous dites. Et quels sont les montants nécessaires par cas pour ce fonds Noordkoop Fonds? Parce que vous parlez maintenant de 9 000. Maintenant, au niveau de l'administration, on m'avait dit que ce serait suffisant. Je n'avais pas de chiffres pour l'étayer. Vous dites que ce n'est pas nécessaire. Cela pourrait être suffisant pour l'accompagnement technique, mais il y a encore l'accompagnement social qui est nécessaire. Donc, vous pouvez y ajouter le même montant. C'est bien sûr une moyenne. Et c'est ce que nous disons clairement à Gand également. Le problème maintenant pour cet accompagnement technique, il y a des factures qui sont faites. Alors, Gent knapt op, dans la première phase, c'était un montant forfaitaire, ce qui était plus facile pour les accompagnateurs qui pouvaient dire, là, j'ai besoin de moins de 9 000 et dans les autres cas, peut-être 5 000. C'est une moyenne. Dans le Noordkoop Fonds, il y a aussi des personnes qui n'entrent en ligne de compte pour rien, qui sont vraiment tout à fait en bas de l'échelle et avec les 50 000, c'est pas suffisant, mais avec les primes on essaye quand même d'avoir les habitations en ordre, mais pour ça, on a besoin de bien plus. Ça, c'est une moyenne, mais pour l'accompagnement social, vous pouvez ajouter facilement le même montant. Pour réagir brièvement. Oui, on verra, hein, mais avec les frais de fonctionnement, on passe de 0 à 9 000 euros par habitation. C'est déjà un pas important. Il faudra voir ce qui se passe au niveau politique. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas de boule de cristal, mais je comprends, c'est une moyenne. Et maintenant, j'entends ça dans la pratique. S'il faut encore y associer un architecte, bien sûr, les personnes n'ont pas les moyens pour payer l'architecte. Là, on parle facilement de 1 000, 2 000 euros. 2 000 euros des 9 000, c'est déjà un montant considérable. C'est payé aussi à partir de cette subvention. Et puis, les moyens au niveau du personnel, l'accompagnement social peut aussi être différent. Pour l'une personne, ce sont des parcours très intensifs. Pour une autre personne, c'est moins intensif. C'est vrai, ça varie. Mais je pense qu'il y a aussi un potentiel plus important au niveau de cet accompagnement social. Nous voyons ça avec nos maisons de l'énergie. Souvent, il y a des profils techniques, ce qui est logique. Évidemment, il faut s'y connaître en rénovation, PEB, etc. Mais on est à la recherche toujours d'un fonctionnement, comment travailler avec des personnes vulnérables, comment les joindre avec des collaborations avec Obauwerk, etc. Moi, j'en suis convaincue, hein, ce sera aussi nécessaire. Merci bien. Y a-t-il encore des questions ou des soucis à exprimer ou des idées? Elles sont les bienvenues, bien sûr. Je voulais réagir. On m'entend? Oui. Je voulais réagir et rajouter un complément à deux interventions du part sur la complexité administrative, bureaucratique, on va dire. C'est un fait. C'est un fait, mais qui n'est pas tellement lié sur le plan financement, mais qui est surtout lié sur le plan accessibilité et demande des primes, monter le dossier,
On a eu un long débat avec Bruxelles Environnement au moment de l'introduction de l'Irisbox. Marie-Hélène peut en témoigner. Effectivement, c'est affreux. Et il y a un travail manifeste de simplification administrative qui doit être fait. Alors, pourquoi c'est aussi complexe? Parce que derrière, il y a des volontés de mesurer l'efficacité de cela, des différentes mesures, et donc on demande énormément d'informations dans un but purement statistique finalement. Mais le fait est que ça entraîne une complexité administrative assez forte. En ce qui concerne le prêt à la brique ou le prêt mutation, etc., heureusement, il y a pas mal d'initiatives qui sont sur les rails. Il y a quelques semaines, le SFPIM a fait un colloque, un peu dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, mais précédé par différents groupes de travail sur plusieurs journées, de façon à créer ou proposer la création d'un fonds de garantie fédéral qui viendrait épauler partiellement ou totalement tant les organismes publics de financement que les organismes privés pour aider cette transition. Alors, on est peut-être un peu en retard, même beaucoup, mais en tout cas, il y a pas mal d'initiatives qui se font pour arriver à ce pré-mutation des personnes âgées qui sont dans leur immeuble, qui ont 80 ans, mais qui doivent absolument en faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et effectivement, c'est le prêt à la brique, le pré-mutation. Donc, c'est un travail qui est en cours. J'espère qu'il va aboutir dans les prochaines années, ou même dans les prochains mois. Mais effectivement, c'est la solution, c'est le prêt à la brique. Oui. Merci beaucoup pour toutes les réactions, c'est vraiment très très riche. J'ai noté pas mal d'idées, notamment par rapport aux locataires, bailleurs, tout ça. Je retiens tout à fait vos réactions et je suis très intéressé par l'expérience de Gand, que je ne connais pas bien. Oui, tout à fait. Alors, simplement quelques réactions quand même par rapport à ce prêt à la pierre. Mais d'abord, il faut changer la loi sur les prêts hypothécaires pour pouvoir passer de 30 ans à 60 ans maximum. Hein. On ne fait pas 60 ans dans tous les cas. Hein. Donc, ça demande une révision de cette loi au niveau fédéral. Et donc, sachez qu'on a déposé un cahier des charges pour faire cette étude au cabinet du ministre de l'Énergie, mais on doit attendre la nomination du nouveau ministre de l'Énergie pour lui reproposer. Mais nous voulons mener cette recherche. Peut-être d'autres bureaux d'études vont remettre prix, mais enfin, moi, je comptais mener la recherche avec Financité, que vous connaissez bien, voilà, qui ont l'habitude de ce truc-là. Alors, ce n'est pas suffisant. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que c'est une somme énorme. Nous avons calculé à peu près, nous avons estimé, selon les chiffres que je vous ai donnés, en moyenne, voilà. Donc à 23 milliards chaque année pendant 15 ans. Ça paraît énorme. Oui, mais quelles sont toutes les répercussions positives qu'il va y avoir sur l'ensemble de la société? Ça va générer en moyenne 180 000 emplois. Parce qu'on va faire du transfert d'emplois. Certaines personnes vont arrêter de vendre du fioul, de réparer des chaudières gaz, etc. Donc il faut qu'ils glissent vers un autre emploi. D'accord ? Si vraiment on relie la question du climat et la question de la pauvreté. Hein. Et donc cet argent-là, il devrait venir, comme on l'a fait quand il y a eu la crise bancaire, l'Europe s'est assise sur ses propres principes et a emprunté de l'argent auprès de la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement. Et nous sommes plusieurs en Europe à dire, mais il faut faire tourner la planche à billets. N'hésitons pas, parce que ça va tellement avoir des répercussions positives. Moins de frais de santé, les gens seront en meilleure santé, peut-être plus grande sécurité dans les quartiers, etc. Il y a tout un paquet de positifs. Donc, essayons d'aller chercher cet argent-là, mais ça doit se discuter au niveau européen. Et donc, nous pensons que dans d'autres pays européens, il y a la même réflexion. En France, elle y est, avec l'Institut Négawatt, je connais moins ailleurs, en Autriche aussi. Et donc, on se dit qu'il faut présenter cette mutation des bâtiments, non pas comme une aide sociale, mais comme un développement positif de la société, qui tient compte du social, de l'économique et du climat. Enfin voilà, c'est pour clôturer un peu mon intervention. Désolé d'avoir été un peu long. Ok, merci beaucoup, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui veut
réagir ou qui a encore une idée? Madame? Ik zal het in het Nederlands doen. Je m'exprime en néerlandais. Je travaille pour le CPAS de Gand, pour la cellule énergie. J'ai une petite idée, pour Sarah surtout, concernant cet accompagnement social. Vous voulez l'intégrer davantage dans les maisons de l'énergie. Ce que je constate dans la pratique, c'est que nous faisons aussi les prêts énergie pour les groupes cibles vulnérables. C'est avec ces groupes qu'on entre surtout en contact et avec ces recherches extra pour pouvoir confirmer auprès de la centrale énergie à Gand que c'est oui ou non possible d'approuver les travaux de transformation. Et je constate que ces groupes cibles ont énormément de questions. Comme nous l'avons déjà dit, des questions qui vont bien plus loin que la maison en tant que telle. Et pour l'intégrer, en effet, dans votre accompagnement social, les travailleurs sociaux auront un rôle très important à jouer. Et bien sûr, quand on parle d'une coopération et de partenaires avec l'implication des CPS, par exemple, il y a un problème que les tâches sont plus importantes encore que ce qu'elles sont maintenant. La pression auprès des travailleurs sociaux est déjà fort importante, mais quand on parle de la cellule énergie, c'est un thème qui devient de plus en plus vaste, avec aussi une ouverture vers des changements, et je pense qu'ainsi on pourra améliorer l'accompagnement social et les travailleurs sociaux pourront alors jouer un rôle très important via les CPS en recrutant ces travailleurs sociaux dans les maisons de l'énergie. Ça peut être une idée intéressante peut-être pour pouvoir accompagner ces groupes cibles vulnérables. Je parle de ces personnes qui parlent une autre langue et je vois qu'elles achètent parfois une maison pour créer un certain statut et se mettent dans des difficultés parce que ne connaissent pas vraiment le sujet et tout ce que cela implique. Et donc là, je dirais, et je vois ça dans la pratique, c'est que ça pose vraiment problème. Et nous, comme travailleurs sociaux, nous pouvons jouer un rôle plus important. Bien, merci. Vous êtes tous d'accord, je pense. Quelqu'un veut-il encore réagir? Oui, peut-être que vous en avez parlé, mais un point très difficile et dans la transition énergétique, ça joue un rôle très important, c'est qu'il y a beaucoup de logements qui ne sont pas suroccupés, mais trop peu occupés. Et entre autres, avec Salmonhouse, nous plaidons pour rénover cela, mais on veut en faire des logements solidaires. Et ça donne souvent un très grand problème au niveau financier parce que là, probablement, on a un bon bâtiment, mais il n'y a plus personne qui peut habiter là parce qu'alors on va, par exemple, perdre son indemnité de chômage ou son revenu d'insertion. Et donc là, on voit alors le problème de cette combinaison de différentes compétences. Et à Gand, on a fait un inventaire de ce genre de bâtiments qui ne sont pas assez occupés. Bon, vous pouvez dire, vous n'avez qu'à les vendre, mais souvent, il n'y a qu'un individu qui habite encore là et qui ne peut ou qui ne veut pas rénover. Maintenant, si on pouvait avoir ce statut solidaire, alors je pense que c'est une bonne piste pour pouvoir rénover. Merci beaucoup. Je pense que petit à petit, on arrive à la fin de cette discussion, de ce débat ou échange d'idées. Sauf s'il y a encore quelqu'un qui veut ajouter une dernière remarque. Madame, Frau. Oui, encore un petit complément à ce que je viens de dire. En effet, l'accompagnement pour les vulnérables, c'est très intéressant, mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que les bailleurs ont parfois aussi besoin d'accompagnement.
et qu'on enlève certains soins. Et il ne s'agit pas uniquement de primes plus élevées ou de prêts plus élevés, mais c'est aussi les aider dans ce processus de rénovation. Comment est-ce que je commence? Où est-ce que je trouve un bon entrepreneur? Donc, toute cette expertise-là, parce qu'il ne faut pas surestimer l'expertise des propriétaires. Hein. Eux aussi, ils ont besoin d'aide et d'accompagnement. Il y a parfois aussi des bâtiments inoccupés qu'on peut encore rénover. On pense aussi à l'initiative de Salmon, un promoteur qui va donc accompagner les deux, bailleurs et locataires. On ne peut pas l'oublier. Merci pour ce petit rappel. Alors, je vous propose d'en rester là pour cette session-ci. Je remercie évidemment tous nos orateurs pour toute leur expertise. C'était très clair, parfois quand même aussi très compliqué et aussi avec beaucoup de chiffres. Ce que nous avons surtout vu, c'est qu'il y a encore beaucoup de défis pour l'avenir et on doit essayer de mettre en pratique toute cette transition. Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit. Pour le moment, on est à 3500 rénovations. Donc on travaille avec les communes collecte, collecte de convention des maires, avec le plan engagé par les communes. Mais sur les 3500, il y en a la moitié qui abandonnent. C'est trop compliqué administrativement. Ils ne font que des rénovations très partielles. C'est-à-dire quand on est en train de regarder, il faut y aller une fois, il faut changer la chaudière. Je vais faire comme ça. Alors qu'on devrait bien le faire avec nous. Mais les aides que j'ai vues dans le document par rapport à Gand ne sont pas très élevées non plus. Les aides à Gand, oui. C'est 50 000, c'est pas grand-chose. Oui, maximum. Il faut payer aussi les artisans qui vont travailler, les payer. Moi, je vais encore le dire. Parce que je savais qu'à Gand, il y avait pas mal de choses. C'est quoi les pannes?
Merci beaucoup, hein, c'était très chouette. Hein. Merci. Ik wou u mijn kaartje geven. Want, wat ik ben zeer geïnteresseerd in de studie waarin je hebt geweest van de voordelen die jullie hebben. Ja. Ja, perfect. Maar dat is meer dan niets, want het argument dat meneer ook gevraagd had van het gaat niet enkel over klimaat en energie, het gaat ook over kinderen die beter kunnen studeren, gezondere levensstijl, minder psychische krachten. Ja, wel. Wij zoeken daar we zoeken daar wat data over, omdat we denk ik partijen zullen vooruit meer aan boord zullen krijgen met dat verhaal. Dan het verhaal van energie of fossielvrij of klimaat is niet. En voor de laatste tijd, ik moet nog een opinie erover schrijven, maar de laatste tijd is er zo'n beetje een aanval ingezet tegen de renovatieverplichting van maar renoveren bespaart meer van energie. Dus eigenlijk twee rebound-effecten. Mensen renoveren. Ja. En een negatief rebound. Woning uitbreiden, groter maken, meer ruimte voor, niet meer initiatieven, meer energie, sommige Mais il faut faire attention. maar andere mensen die eigenlijk 60 graden waren, maar ook meer alle kamers kunnen bouwen en kijk, er is niet zoveel energie gespaard, dus ik weet een verkeerde insteek, want dan krijg je niet holistisch alle voordelen meenemen. Maar het probleem is dat dat punt vaak wordt gemaakt, maar dat er niet veel echt harde cijfers zijn. Heel geïnteresseerd. Ja. Non, c'est un peu comme vous avez pu voir. Donc, on se met ensemble. Donc, il y a aussi quelqu'un du service qui sera là pour Dus die komen daar, die oorspronkelijke bevolking, ja, die moet ook renoveren. Dus er zijn wel wat projecten. Het idee is eigenlijk van laten die wijk beter installeren. Donc, voilà. D'accord, ça marche. Ok, avec plaisir. Als je daar eigenlijk, alleen van de die we daar niet gaan meten, dat is het gezond. Waarom niet? Omdat er al zoveel evidence is dat als een verbeterde woning je gezondheid verbetert, moet het dan niet nog eens onderzoeken. Ja. Dat er is zoveel evidence. Maar als je daar naartoe komt, de referenties kan ik doen. Die staan ook, de referenties staan ook in onze studio. Stuur ze gerust door. Donc, pour ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même plusieurs initiatives. Als onderzoeker. Ik kan meer schrijven. Vestigende aandacht, dat is voor de mensen in armoede. We vinden negatief is de complexiteit. We stellen voor l'accompagnement. Pas seulement technique, mais aussi social. Ouais. Technico-social, Ja, comme elle a voilà. dit. Et wat ons spreekt, dat ce sont quelques initiatives comme Les emprunts sur les bâtiments. ja, de leningen op gebouwen. Et pas sur la personne. Ja. Oké, eens kijken wat nog tegen ons aanlaat.
c'est pas le marché structurel et que c'est pas juste